Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Je crois qu'il fait partie de la tradition des grands hommes. Il était comme une étoile filante. D'où il voulait marquer son temps en fait. Je crois qu'il en avait une pleine conscience. Il était vraiment passionné par le bien-être de la population. Que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. C'est ce que Sankara a tenu comme discours. Seul le débat contradictoire permanent peut nous mettre sur la brèche et nous obliger à regarder de très près ce que désirent les masses et non pas les images classiques, académiques que nous recherchons pour nous donner bonne conscience ou pour être simplement en conformité avec un Occident qui nous a inculqué des méthodes, des façons de voir, mais des façons de voir qui ne calculent pas forcément bien avec la réalité. Le Burkina Faso s'appelait donc Haute-Volta d'abord. Et c'était un territoire qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire et qui, très longtemps d'ailleurs, n'a formé qu'un avec la Côte d'Ivoire. Ces pays faisaient partie d'ailleurs du grand ensemble de l'Afrique occidentale française. La Haute-Volta a été indépendante, reconnue indépendante le 5 août 1960. C'est l'indépendance officielle. Et le premier président, c'était Maurice Siaméo. Maurice Siaméo a été destitué par un soulèvement populaire le 3 janvier 1966 parce qu'il avait pris des mesures qui n'étaient pas vraiment du goût de la population. Très impopulaires. Des mesures très impopulaires. L'histoire nous laisse entrevoir qu'il aurait démissionné lui-même pour remettre le pouvoir à son chef d'état-major, le général Sangoulé Lamizana. Et le général Sangoulé Lamizana a pris le pouvoir. Il a géré assez longuement d'ailleurs. 1966 à 1980, je pense. Oui, 1980. Et pratiquement en 80, la chaîne des coups d'État militaires a commencé. Il y a eu d'abord le colonel Césaire Beau
avec le CMRPN. Et là, le CMRPN est lui-même tombé dans ses propres contradictions, parce qu'à l'intérieur du CMRPN, il y avait de jeunes officiers qui avaient quand même une culture politique supérieure à leurs aînés en grade et tout cela. Et ces jeunes-là n'étaient pas totalement d'accord avec leur position politique. Et ces jeunes se sont organisés pour prendre le pouvoir avec le CSP. Et le CSP avait justement derrière été dirigé par le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, qui est devenu en fait le 4e président. Le capitaine Thomas Sankara était déjà membre de ce groupe-là, avec le capitaine Blaise Compaoré. Sankara s'était fait connaître parce qu'on l'avait obligé à être ministre de l'Information dans un gouvernement militaire. Il avait accepté à un certain nombre de conditions, il avait démissionné publiquement, il était ministre de l'Information en disant malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Il l'avait fait en direct à la télévision, donc c'était un personnage très connu. C'est là où émerge sa dimension révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où publiquement, devant la population, il y a des meetings où il y a un discours un peu falot du président de la République, et Sankara a des discours très radicaux en employant des expressions populaires, où il dit « à bas l'impérialisme », il emploie des mots « à bas les hiboux au regard gluant », enfin des choses comme ça qui sont très imagées parce que c'est probablement pris dans les langues nationales, et donc il devient un personnage extrêmement populaire, et tellement populaire que le 17 mai, il est arrêté par la partie de la droite de l'armée. Comme le pouvoir n'est pas solide, malgré que Sankara soit en résidence surveillée, que Blaise Compaoré avait réussi à ne pas être arrêté, il s'était enfui à Pau, où il dirigeait les commandos d'élite et avait dit qu'il s'était mis en rébellion. Et donc ils arrivent dans cette situation à créer tout un système de messagers, et ils organisent la prise du pouvoir. Ce qui a conduit au changement du nom Haute-Volta en Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres, la patrie des hommes intègres. La devise nationale est devenue la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce qui nous rappelle bien sûr la devise cubaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'intérêt du personnage, c'est que il est nourri de théories et il a vraiment beaucoup travaillé. Et quand on lit les discours dans les détails, il y a des références d'une culture politique extrêmement importante, y compris même d'une culture générale. Et d'un autre côté, il ne perdra jamais le contact avec la population.
La Revolución de Agosto encontró a la mujer de Burkina Faso en una condición de sometimiento y explotación causada por una sociedad neocolonial influenciada por la ideología de fuerzas retrógradas. Camaradas, no existe una verdadera revolución si las mujeres no se liberan. Que mis ojos nunca vean una sociedad, que mis pasos nunca me lleven a una sociedad donde la mitad del pueblo es mantenida en el silencio. Yo escucho el ruido del silencio de las mujeres. Yo presiento la furia de su revuelta. Yo presiento y espero la irrupción fecunda de una revolución a la que ellas aportarán la fuerza y la rigurosa justicia emanada de sus entrañas oprimidas. Camaradas, adelante en la conquista del futuro. El futuro es revolucionario. El futuro pertenece a los que luchan. Patria o muerte, venceremos. On a incité les producteurs à développer la culture du coton. On a tenté de développer les usines locales de traitement du coton. Et surtout, on a tenté de développer un marché national. Les seules couches de la population qui avaient un revenu leur permettant d'acheter ce coton, ils les obligeaient à l'acheter, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont été obligés de porter 2 fois par semaine un habit qui était entièrement fabriqué au pays par les tisserands artisanales. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. El Burkina propuso y propone todavía que por lo menos 1% de las tremendas sumas sacrificadas a la investigación para la cohabitación con otros astros sirvan para financiar de forma compensatoria proyectos de lucha para salvar los bosques y la vida. No ponemos en duda que un diálogo con los marcianos pueda alcanzar la reconquista del Edén, pero esperando ese día, los terrícolas que somos, tenemos también el derecho de negarnos a elegir entre el infierno y el purgatorio. Formulada así, nuestra lucha por los bosques
es ante todo una lucha popular y democrática. Las conciencias conmovidas y hasta sinceras y plausibles de múltiples foros e instituciones no podrán reverdecer el Sahel cuando falta dinero para excavar pozos de agua potable a 100 metros y sobra para excavar pozos de petróleo a más de 3.000 metros. Esta lucha por los bosques es sobre todo una lucha antiimperialista, porque el imperialismo es el piromaníaco de nuestros bosques y sabanas. Sur la question de l'écologie, il a mis en place ce qu'on appelle les 3 luttes, c'est-à-dire la lutte contre la coupe abusive du bois, la lutte contre la divagation des animaux, c'est-à-dire que les animaux dans un village en Afrique, ils sont laissés à eux-mêmes, et donc ils mangent les pousses les plus jeunes parce que c'est les plus agréables à manger, et donc ils mangent les pousses des arbres et ce qui les empêche de se développer. Et la lutte contre les feux de brousse, ça c'est une catastrophe qu'il y a dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire pour aller plus vite, les gens, et pour faire la chasse, il y a aussi des traditions qui veulent ça, mais bon, ils brûlent la brousse. Et lui, dès la prise du pouvoir, ça a été un souci très important, puisque c'est un pays qui est occupé la moitié par le Sahel. Et donc, il connaissait, on parlait beaucoup de l'avancée du désert, donc on est confronté à des problèmes écologiques très importants. Il avait eu même le projet de faire des immenses barrières vertes pour arrêter le désert, qu'il n'a pas pu mettre en place, mais bon, c'était des choses qu'il avait en projet. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. La question de la dette, c'est les pays de l'Amérique latine qui en faisaient leur cheval de bataille. Mais en Afrique, l'un des précurseurs, c'est Thomas Sankara, qui a demandé de refuser de payer la dette. En tant qu'Africains, nous sommes nombreux et très nombreux. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said, and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem.
Sankara a osé ne pas voter pour la France, mais contre la France, lorsqu'il y a eu une interpellation aux Nations Unies sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui était brûlante à ce moment-là. Pour la République française, ça lui est intolérable. Puisque c'est ça qui fait l'intérêt des colonies françaises pour la France, c'est qu'elles disposent de votes automatiques à l'ONU de ces pays qui sont sous sa tutelle. Es el imperialismo quien trata de dominarnos, desde el interior como del exterior de nuestro país. Este imperialismo, mediante sus multinacionales, a través de su gran capital y su poder económico, trata de controlar e influenciar también nuestros debates y nuestra vida nacional. Creándonos dificultades, trata de ahogarnos mediante un bloqueo económico. Trata igualmente de conspirar contra nosotros, contra nuestra seguridad interior. La révolution s'est heurtée beaucoup à un manque d'aide extérieure, qui est une des raisons des limites, hein, c'est qu'il passait son temps à chercher de l'aide, mais non conditionnelle, comme il dit. Blaise Compaoré était orphelin et le père de Sankara le considérait comme son fils, à tel point qu'il lui avait trouvé une femme, etc. que Blaise donc ils étaient effectivement très proches et Sankara en tout cas avait confiance en lui, lui confiait des missions. C'est lui qui était justement chargé plusieurs fois d'aller en France et c'est lui qui a été chargé aussi qui était chargé d'aller en Côte d'Ivoire.
On a d'un côté Blaise Compaoré, qui est travaillé par les réseaux france-africains à partir des années 85. Et de l'autre côté, il a été marié avec une femme qui était proche de Houphouët-Boigny, qui était le représentant de la France-Afrique dans la région. Donc il a, lui, déjà probablement cette vision d'en terminer avec la révolution, d'en garder en tout cas le discours, mais de rétablir une situation consensuelle avec les pays occidentaux. Et Houphouët-Boigny, c'est évidemment le pouvoir le plus inféodé à Paris qui soit. L'avènement de Thomas Sankara au pouvoir a été ressenti comme quelque chose de dangereux pour le pouvoir néocolonial, par l'effet de contagion qu'il pouvait avoir. Et donc on s'explique que tout a été fait pour mettre fin à cette expérience du Burkina Faso. Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pendant quelques temps, on a continué à développer un discours révolutionnaire très rapidement. On est retombé dans le consensus france-africain.
dans un pays qui a trempé dans la plupart des déstabilisations des pays étrangers, que ce soit récemment dans la Côte d'Ivoire ou que ce soit au Libéria et en Sierra Leone, etc. Blaise Compaoré a montré cette capacité à faire des manœuvres de toutes sortes pour déstabiliser son opposition, à participer à des trafics de diamants, d'armes. Le 15 octobre 1987, il y a eu l'assassinat du président Thomas Sankara à un moment où les peuples africains se reprenaient à espérer et le choc a été aussi terrible que pour l'assassinat de Patrice Lumumba. Parce que comme lui, il incarnait, surtout aux yeux de la jeunesse, l'espoir d'un monde meilleur, d'une Afrique plus digne, d'une Afrique responsable, qui surtout ne s'apitoie pas sur ses mots, mais trouve des solutions. Parce que Sankara a trouvé des solutions aux maux de son pays et aux maux de l'Afrique. Sankara a marqué les esprits. Il y a dans chacun de nos pays des jeunes et des moins jeunes qui le revendiquent et qui revendiquent son combat, qui pensent qu'il a eu tort d'avoir raison trop tôt. Prenons Sankara comme une bonne idée pour l'Afrique. Ne le limitons pas au Burkina. Comme j'ai dit, il est rentré dans le club des grands. Il devient quelque part intemporel. Fédérer les luttes de l'Amérique latine, de l'Afrique, d'Asie et de l'Europe qui souffrent est essentiel. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Alimami samari sekutore Thomas Sankara kome kuruma Ore keleleke Afrike notola Ma anyalu kuimala Chevalu yenena Maloba bebora Foni kisa obedira Wali ben bebedira Ajo nyamaye